Il est ingénieur, architecte et historien, directeur de recherche émérite, mais aussi membre associé du laboratoire technique, territoire et société de l'école. Membre de l'Académie des technologies, il est également professeur à l'école d'architecture, d'urbanisme et de paysagisme de l'université d'Harvard. Ses recherches et son enseignement, vous pouvez l'applaudir, portent sur l'histoire croisée des sociétés, des techniques, de l'espace architectural et urbain. C'est notre témoin du soir, notre grand témoin du soir, Antoine Picon. Asseyez-vous. Je vais pouvoir tester ces fauteuils avec vous. Ah oui. J'y ai pas eu droit jusqu'à maintenant, donc merci Antoine d'être venu. Merci. Merci Et j'en profite. Au-delà de cette présentation, vous avez aussi écrit de nombreux ouvrages et on y reviendra dans la suite de nos échanges. Comment vous réagissez en tant que grand témoin de cette soirée aux échanges que nous avons eus au cours des 2 tables rondes, à la fois sur les profils des jeunes diplômés, leurs attentes, et puis sur ces mots? J'ai entendu beaucoup de choses. Je retiendrai peut-être 2 choses. La première, il y avait un camembert où il y avait environnement 51%, je ne sais plus, et puis problèmes sociaux, etc. Venant des États-Unis, où je passe quand même une partie du temps, il semble de plus en plus évident que la sensibilité à l'environnement et les questions sociales, on ne peut pas les séparer. Enfin, je dirais actuellement, l'aveuglement environnemental aux États-Unis est quand même très très lié à une série de questions sociales pas résolues. Donc je crois qu'il faut quand même être conscient qu'on ne peut pas transformer, on ne peut pas amorcer, enfin réussir la transition environnementale si on ne réussit pas quand même aussi à répondre à un certain nombre de challenges sociaux. Ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième, c'est quand même l'optimisme que j'ai senti. Enfin, je trouve que les élèves des ponts sont formidables quand même. Et c'est quand même un plaisir. Il y a, je dirais, on est quand même dans une actualité qui, par moments, est assez sombre. Mais je trouve que d'avoir tous ces jeunes ingénieurs qui sont prêts à s'engager et qui réfléchissent comment donner du sens à leur action, c'est quand même plutôt encourageant. Donc voilà mes 2 réactions. Et c'est normal parce que la figure de l'ingénieur, elle a évolué. Dans votre livre, L'invention de l'ingénieur moderne, qui est paru en 1992, vous retraciez déjà l'émergence de l'ingénieur au XVIIIe siècle comme acteur de la modernité, articulant science, technique, pouvoir et société. Comment cette figure a évolué depuis ? Écoutez, bon, d'abord 1992, oui. Ce qui est terrible quand on est historien, c'est qu'on devient soi-même un objet d'étude. Mais je dirais il y a plusieurs étapes. L'ingénieur, ça apparaît à peu près à la Renaissance. C'est très souvent la même chose que l'architecte, et c'est des gens plutôt isolés. Genre Léonard de Vinci, Michel-Ange avaient des côtés ingénieurs. Enfin, c'était quand même. Il y en a d'autres évidemment un peu moins connus. Ensuite, au XVIIIe, on assiste à la professionnalisation, avec la création des écoles en France, et en Angleterre, ça sera plutôt via des associations professionnelles. Au 19e, réellement, le couplage avec l'industrie, qui ne va pas se faire immédiatement. C'est-à-dire les ingénieurs sont quand même massivement, au départ, plutôt dans des secteurs qui sont plutôt ceux du génie civil, de la construction, etc. Mais progressivement, au cours de la seconde moitié du 19e siècle, les ingénieurs envahissent les entreprises. Et d'ailleurs, ils vont commencer à vouloir les réformer. Frederick Winston Taylor, l'inventeur du taylorisme, c'est un ingénieur, etc. Et puis au XXe siècle, la profession se diversifie encore plus. Ce qui m'intéresse finalement, en écoutant tout ça, c'est qu'on a l'impression qu'on est aujourd'hui à la veille de nouvelles transformations, de nouvelles mutations assez profondes. Parce que, bon, je dirais, l'ingénieur, il ne peut plus être tout à fait ce qu'il était dans les années 50 ou les années 70. Je dirais, il y a des choses qui ont changé très profondément et il faut changer les structures, il faut changer l'éducation, etc. Donc c'est un peu ce que je ressens. J'aime beaucoup citer un éminent historien, Marc Bloch, qui, lorsqu'on lui demandait à quoi sert l'histoire, disait « l'histoire, ça sert à donner le sens impérieux du changement ». Je trouve qu'on sent que le changement est en train d'advenir et ça, c'est plutôt intéressant. Mais il a déjà été percuté, cet ingénieur, vous le disiez, par une ouverture, une pluridisciplinarité depuis les années 80, avec d'autres thématiques environnementales, sociétales, écologiques, numériques. Il a été percuté plein de fois. Au XIXe siècle, par exemple, à l'école des ponts, les chemins de fer, ça a plongé les gens dans une espèce de moment de panique, parce qu'on savait faire du génie civil, puis il y avait d'autres gens qui savaient faire des machines à vapeur. Mais alors, lorsqu'il fallait penser en même temps des machines à vapeur et des viaducs, on ne savait pas très très bien comment ça marchait tout ça ensemble, etc. Ensuite, il y a une espèce d'explosion des connaissances de l'ingénieur.
En Angleterre, par exemple, jusque dans les années 1840-1850, il y a une seule association professionnelle des ingénieurs qui font plutôt du bâtiment, de la construction et du génie civil. Ensuite, des ingénieurs mécaniques, des ingénieurs qui font de l'électricité, etc. Donc, une espèce d'explosion. Je dirais, je dirais aujourd'hui, moi, ce qui me semble très, très frappant, c'est qu'il y a quand même une crise de la confiance dans l'expertise. Je dirais, lorsque j'ai débuté ma carrière au ministère, encore, on vous qualifiait, il y avait des gens qui vous appelaient encore monsieur l'ingénieur avec plein de respect. Je dirais, aujourd'hui, l'expertise, elle est contestée de tous les côtés et parfois de façon assez spectaculaire. Donc je dirais, il faut arriver à reconstituer une confiance dans l'expertise. Et ça va être une chose qui est moins évidente qu'il pourrait y paraître. Et je crois que c'est pour ça que je pense que l'ingénieur, aujourd'hui, il a aussi cette tâche-là, qui est d'inspirer à nouveau la confiance à des gens qui seront parfois méfiants, ne serait-ce que par rapport au savoir, etc. Vous aviez une remarque lorsqu'on a échangé sur ce titre d'ingénieur des eaux et forêts, qui est intéressante puisqu'elle correspond au moment dans lequel nous sommes. Enfin, des ponts, des eaux et des forêts. Enfin, moi, j'ai perdu les chaussées et j'ai donc gagné les eaux et les forêts. Sachant que c'est un peu ce qui devrait se jouer à travers ça normalement, c'est qu'on ne peut plus continuer d'un côté à s'occuper plutôt de savoir mécanique, physique, traditionnel, et de l'autre côté de système biologique. Il va falloir de plus en plus penser les deux. Je dirais la transition environnementale, elle est à ce prix aussi. Ce n'est pas uniquement une question de nouveaux mix énergétiques, c'est aussi finalement de penser le vivant en même temps qu'on pense la technique. Et ça, on est encore assez mal armé. Enfin, je dirais le corps des ponts, des eaux et des forêts. Il y a quand même les ponts d'un côté et les eaux et les forêts de l'autre. Et on n'est pas trop arrivé. Je suis quand même quelqu'un, j'ai écrit un livre admirable sur ville et nature, mais je suis à peu près incapable de reconnaître un arbre d'un autre. Donc j'ai un très fort déficit en matière de forêt. Et je pense qu'il va falloir le combler. C'est-à-dire que je pense qu'à l'école des ponts, on ne va pas transformer les élèves des ponts en biologistes, mais je dirais leur donner une sensibilité, une compréhension du vivant qui va au-delà de ce qu'on a aujourd'hui. C'est quelque chose qui existait autrefois. Au XVIIIe siècle, vous ne pouviez pas être ingénieur sans connaître la nature des arbres, sans comprendre des choses sur les milieux vivants. Il y avait beaucoup de marécages un peu partout, etc. Il fallait quand même un peu comprendre comment ça marchait, tout ça, etc. Il y a des cartes là-haut qui témoignent assez bien de cet intérêt des ingénieurs pour la nature. Je crois qu'il faut le ressusciter aujourd'hui sous de nouvelles formes. L'ingénieur, on l'a compris, doit avoir un rôle hybride entre technique, société, environnement. Vous aviez déjà dans vos ouvrages Smart Cities en 2013, je sais que c'est moins oui, c'est plus récent. Ça prouve que je suis resté vivant jusqu'à récemment. Vous remettiez en question l'idée de la technologie que la technologie seule pouvait rendre la ville intelligente. Et récemment, dans vos derniers ouvrages, Matérialité de l'architecture et nature urbaine, vous avez interrogé la place de la matière, du vivant, vous venez d'en parler, et de l'environnement dans l'acte de construire. Repenser ce rapport entre technique et nature aujourd'hui, ça passe par quoi ? Ça passe par plein de choses. Enfin, peut-être deux choses. La première, c'est que la critique du techno-solutionnisme, des fois, m'énerve, parce que la technique, c'est fait pour trouver des solutions. Donc, une technique qui ne trouve pas des solutions, c'est quand même un peu problématique. Et à la fois, il faut être effectivement conscient que la technique ne résout pas tout, que parfois elle déplace simplement les problèmes, etc. Donc je dirais, il faut à la fois être fier de la technique et continuer à la cultiver, et en même temps reconnaître de plus en plus ses limites. Et c'est un jeu un peu compliqué. Je dirais, ça passe par quoi aujourd'hui tout ça ? Je dirais une meilleure compréhension quand même un peu du monde qui nous entoure. Enfin, je fais partie des gens qui pensent que l'ingénieur aujourd'hui, il fait, qu'il le veuille ou non, de la politique. Ce que je disais, ce que j'ai essayé d'écrire sur les smart cities, c'est que les smart cities, c'est pas uniquement un problème de plateforme, de capteurs, etc. C'est un problème politique. Dans quelle ville veut-on vivre ? L'ingénieur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va contribuer à définir le cadre dans lequel vont vivre les gens. Donc,
de quelle société voulons-nous, etc. Et il ne faut pas croire que parce qu'on est ingénieur, on va y échapper. Il n'y a pas de domaine d'objectivité absolue. Alors une autre chose, j'étais assez frappé par un bouquin qui m'a assez énervé, mais en même temps qui était assez intéressant, d'un biologiste, Olivier Armand, qui a écrit quelque chose, un petit bouquin pour une espèce de critique, ce qu'il appelle la critique de la performance. Et ce qu'il dit, qui me semble intéressant, c'est que bon, là où les ingénieurs ont cherché à tout prix à optimiser, et le terme est revenu des tas de fois ce soir, la nature n'est pas très optimale. Elle est plutôt robuste, avec des fois des redondances, etc., etc. Et il dit finalement, peut-être que la pensée technique de l'avenir, ça sera plus une pensée dans laquelle on optimisera un peu moins, on sera un peu plus redondant, parce que la redondance, c'est ce qui permet de s'adapter. Et y compris à des scénarios imprévisibles, parce qu'il faut quand même aussi, ce qui semble quand même assez clair, c'est que les choses imprévisibles vont se multiplier, donc du climat et bien d'autres aspects. Donc je dirais penser la robustesse, qui n'est pas forcément, je dirais, on était plutôt à la quête des solutions les plus élégantes, les plus minimales, etc. Peut-être qu'il faut un peu revenir là-dessus. Bon, ça fait partie des choses auxquelles il faut peut-être réfléchir. Donc changer un peu de modèle épistémologique. Avec l'industrialisation, on a essayé de mettre la main sur la nature. Aujourd'hui, on arrive à des formes hybrides. Vous m'aviez parlé notamment de la décharge de New York. Ah oui, oui. C'est un exemple. Ça, c'est autre chose. Ça, c'était mes moments un peu noirâtres. Ça a été la plus grande décharge urbaine du monde, ça s'appelle Fresh Kills, c'est sur Staten Island. Quelque chose d'absolument colossal. La ville de New York a déversé presque toutes ses ordures pendant plusieurs décennies dans cet endroit. Donc elle était d'une hauteur supérieure à la Statue de la Liberté lors de sa fermeture. Oui, c'est des mètres et des mètres d'ordures. En 2001. Et aujourd'hui, on a quand même réussi à la transformer en réserve écologique, où les oiseaux s'arrêtent, etc., etc. Mais ça a un prix, c'est-à-dire qu'on n'a pas enlevé les bêtes d'ordures, on vit dessus. Donc il y a des membranes qui permettent de filtrer, etc. Et puis vous avez des trucs pour évacuer les gaz liés à la décomposition. Et puis il a fallu penser quand même le jardin avec quand même il va y avoir des effets de tassement bien supérieurs à des sols traditionnels. Tout ça pour dire que ça va un peu dans le même sens. C'est pas optimum, Fresh Kills. C'est une espèce d'adaptation du mieux qu'on a pu à une situation qui, à la base, est assez terrible, mais qui permet de rendre un endroit de Staten Island habitable. Et je pense que l'ingénieur de l'avenir, c'est aussi des situations comme ça, face auxquelles il va se trouver au XVIIIe siècle. L'ingénieur, ici, il jetait des ponts dans des endroits encore de nature magnifique, etc. On va travailler très souvent dans des endroits un peu contaminés, un peu complexes. Il va falloir faire avec. Et puis articuler finalement une certaine dégradation irréversible finalement de la planète avec la capacité à réinventer une habitabilité. Donc c'est mes moments un peu sombres. C'est la question du compromis acceptable, c'est ça qui se dessine aussi ? Oui, alors sachant que les ingénieurs, il y a un très beau texte de Le Chatelier du début du XXe siècle, éminent ingénieur des mines, etc., qui dit les ingénieurs, ils sont très forts en sciences et en technique, mais pas très bons en négociation. Et il faudrait vraiment leur apprendre la négociation. Ça reste, bon, c'est moins vrai aujourd'hui, mais ça reste un petit peu vrai des fois que les ingénieurs préfèrent en général les solutions bien claires, à force d'avoir fait des sciences, aux solutions en grisé qui sont pour la plupart ce qui se passe dans une société. Les choses sont assez grisées. On parlait tout à l'heure des politiques environnementales. Voilà un domaine où un certain flou et un certain grisé, c'est ni noir ni blanc. Et il faut apprendre à s'insérer et à faire avec ces choses-là. Ça aussi, je dirais, c'est une rupture. Bon, c'est pour ça aussi qu'on essaye d'enseigner quelques rudiments de sciences sociales dans les écoles d'ingénieurs. C'est pas pour faire des sociologues, mais c'est pour que les gens réalisent à quel point le social, c'est une espèce d'épaisseur, c'est un peu visqueux des fois, et il faut apprendre à travailler dedans. Ces débats qui, aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure, j'allais dire agitent, mais finalement sont là, au cœur des écoles. Est-ce que c'est normal qu'ils se tiennent au cœur des écoles, justement ? S'ils ne se tiennent pas dans les écoles, on se demande où ils vont se tenir. Enfin, je pense que bon, ce qui est intéressant à l'école des ponts, ce qu'on a vu ce soir, c'est aussi le continuum entre école et entreprise. C'est-à-dire que ce n'est pas une institution académique qui existe toute seule, indépendamment du monde réel. Mais je crois que
C'est vrai aussi, bon, pour la partie américaine de ma vie, les écoles d'architecture, d'urbanisme et de paysage se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce que c'est que faire de l'architecture aujourd'hui, etc. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui disait, bon, faut-il faire ou ne pas faire l'éolienne? Actuellement, une des grandes questions dans beaucoup d'écoles d'architecture autour du monde, c'est quand faut-il construire et quand ne faut-il pas construire? Ça agite beaucoup, etc. Est-ce qu'il y a des critères? Comment on peut décider de ces questions un petit peu compliquées, etc. Donc je crois que oui, les écoles doivent être des lieux de débat, ne serait-ce aussi que c'est parce que là on trouve les jeunes générations qui en général ont des idées différentes de celles des générations qui les ont précédées. Je pense que autour des années 2000, toujours l'historien chez moi, les élèves des ponts étaient très différents sur ces sujets environnementaux qu'ils le sont aujourd'hui. Il y a eu une évolution absolument massive en 25 ans. Aux États-Unis, c'est à peu près pareil. On a beaucoup d'écoles chinois, d'élèves chinois dans l'école où je suis aux États-Unis. Les élèves chinois qu'on avait autour des années 2000 sont plus du tout les mêmes que ceux qui arrivent aujourd'hui. Donc je pense que les écoles, c'est aussi un peu des sismographes, des changements générationnels. On entendait tout à l'heure également les jeunes parler de l'innovation et remettre en question l'innovation à tout prix. Oui, c'est là où je reste un vieux réac. C'est que je pense que quand même, c'est pas mal d'inventer et d'innover malgré tout, hein, parce que faut quand même être clair, pour l'instant, on va plutôt dans le mur sur un certain nombre de sujets. Enfin, là aussi, on est passé quand même de l'objectif 2 degrés en 2100 à l'objectif 4 degrés pour le changement climatique. Bon, il va quand même falloir inventer des choses. Alors, c'est vrai, alors ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, une invention qui n'est pas connectée à des questions sociétales, ça ne va pas marcher. Ils ne disent pas non à l'innovation, ils disent non à l'innovation à tout prix. C'est-à-dire, à un moment donné, concentrons notre intelligence sur des innovations véritablement utiles. Oui, sachant qu'il ne faut pas non plus... Enfin bon, tout le monde fait un peu son greenwashing, le monde académique comme les entreprises. Bon, les entreprises cherchent encore à faire de l'argent, c'est normal d'ailleurs. Enfin, elles ont des salaires à payer, il ne faut pas exagérer. Donc, c'est complexe, en fait, de ne faire que de l'utile. Bon, des fois, certains marchés sont irrésistibles, même s'ils ne sont pas complètement utiles. Là aussi, ça fait partie des choses où il faut négocier avec la réalité. Enfin, ça, c'est les historiens, après, on passe et on est extrêmement sensible à tous les compromis qui ont eu lieu en pratique. Donc, je dirais, oui, c'est quand même clair qu'aujourd'hui, je pense que parmi les choses nouvelles, clairement, il y a une exigence éthique dans ces nouvelles générations d'élèves ingénieurs et d'ingénieurs qui est quand même importante. Et ça, je crois c'est ça qui me rend optimiste. C'est-à-dire, je crois quand même que les choses changent parce qu'il y a des gens qui, tout d'un coup, ont des exigences éthiques et un désir que les choses changent dans un sens positif. Et ça, ce qui est d'ailleurs un phénomène assez planétaire. Bon, même si en France, on est peut-être plus radical sur la transition écologique que dans d'autres pays, c'est quand même assez planétaire. Ça se heurte, cela dit, à beaucoup d'inertie, à beaucoup d'incompréhension aussi dans certains segments de la société. Il faut aussi en être conscient. Pour vous, l'ingénieur n'est pas qu'un technicien, c'est une figure culturelle, politique, productrice de vision du monde, notamment à travers les grands projets d'infrastructure, vous en avez parlé tout à l'heure, ou d'aménagement, et finalement, aujourd'hui et demain, de gestion des transitions. Il y a effectivement cette dimension éthique et politique qui est encore plus prégnante aujourd'hui qu'hier. Oui, c'est clair, et les entreprises se sont adaptées. Moi, je suis très frappé par le nombre de discours dans les entreprises aujourd'hui sur l'ingénieur citoyen. Et en fait, si ça s'est quand même imposé, c'est que ça correspond aussi à une attente. Si on veut finalement recruter des jeunes diplômés intéressants, il faut aussi finalement leur montrer que leur action peut aller dans un sens sociétal positif. Donc ça, je crois qu'il faut être conscient. En fait, il faut être conscient que l'ingénierie n'existe pas dans une bulle. C'est pas comme une expérience de labo. C'est qu'on travaille directement sur le social et le politique, qu'on le veuille ou non. Donc, il faut être préparé à ça. Et sachant que le corps social ne vous attend plus avec la vénération qui entourait encore une fois monsieur l'ingénieur, c'était des messieurs à l'époque, dans les années 50. Ça, c'est fini. Donc, ça, c'est
toutes les élites qui sont contestées aujourd'hui, puisqu'on parle sans cesse, vous le disiez, du fait que demain sera pire qu'aujourd'hui, et que donc le progrès, finalement, est un petit peu contesté. Donc l'ingénieur, il doit être au cœur de la société, et effectivement, il n'a plus de vision surplombante, comme il c'était doit par contribuer à redéfinir le progrès. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on ne peut pas vendre. L'une des raisons pour lesquelles le discours environnemental passe souvent mal dans certaines couches de la population, c'est si on vous le vend comme un appauvrissement, comme vous aviez droit à ceci, on va vous le supprimer, etc. Ce n'est pas enthousiasmant. Donc il faut trouver des façons positives, donc il faut redéfinir ce que c'est que le progrès, et dans laquelle il y ait quand même les couches pour l'instant un peu rétives à l'idée de transition comprennent qu'elles ont quelque chose à y gagner et qu'elles pourraient aussi beaucoup y perdre, etc. Donc je dirais, il faut, et ça va de pair, on ne peut plus vendre un progrès, toujours plus de production, toujours plus d'échanges à la façon du 19e. Je crois qu'il faut redéfinir ce que c'est que le progrès aujourd'hui, et ça c'est une énorme tâche. L'ingénieur, depuis le XVIIIe siècle, s'est défini comme l'incarnation du progrès, d'un progrès à la fois technique et social. Et les deux étaient liés dès le départ. L'école des ponts, par exemple, on fait disserter les élèves sur le fait que construire des ponts et des chaussées, c'est bon pour la société. Et c'est ça les sujets de dissertation française vers 1780 à l'école des ponts. Et les élèves, ils vont tous de leur truc. Les ponts, ça civilise, ça améliore les échanges intellectuels et matériels, etc. etc. Aujourd'hui, il faut redéfinir ça. C'est quoi aujourd'hui une société meilleure ? Il faut jouer ce rôle de médiateur, finalement, entre la rationalité scientifique et les besoins sociaux, et se rendre compte que la technique, ce n'est pas uniquement un outil, on en fait aussi ce qu'on en veut, on l'oriente, on la... C'était feu Bruno Latour, philosophe qui a connu une certaine notoriété, même au-delà des frontières, qui disait finalement que dès qu'on fait de la technique, on fait de la politique. Alors, ce n'est pas de la politique au sens classique, mais on travaille sur le corps social, on travaille sur les relations entre les humains, et même de plus en plus entre les humains et les non-humains, enfin. Et donc, il faut l'accepter, il faut s'y préparer. Et la modernité, c'est retrouver ce dialogue entre, effectivement, ingénieurs, progrès et société. Oui, enfin on peut l'appeler comme on veut. Il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent pas qu'on parle de modernité parce que tout de suite on pense au HLM, aux usines taylorisées, etc. Moi je dirais retrouver finalement un projet de société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand même il y a une espèce de panne, alors les historiens on est un peu sensibles à ça, il y a une espèce de panne finalement de la vision historique. C'est-à-dire que très grosso modo, on est comme pris en étau entre un présent qui se répéterait à tout jamais et puis quelque part vers 2100, de grosses catastrophes environnementales. Une espèce d'apocalypse annoncée. Il faut apprendre à redéployer le temps et peut-être à reculer la perspective de l'apocalypse. Et ça, il y a du boulot, parce que c'est vrai. J'ai été très frappé, il y a une semaine, je donnais mon dernier séminaire outre-Atlantique, et il y a une élève à la fin... On parlait beaucoup de la transition écologique, etc. Il me dit, mais au fond, professeur, est-ce que vous pensez qu'on peut être encore optimiste ? Et bon, alors ce à quoi, évidemment, je lui ai dit que oui, mais je pense que c'est peut-être un des rôles de l'ingénieur aujourd'hui, c'est d'apprendre finalement, de donner une leçon d'optimisme dans des sociétés dans lesquelles, bon, je dirais, on a quand même, il suffit d'ouvrir n'importe quel journal, les perspectives apocalyptiques ne manquent pas. Donc, redonner finalement, et puis finalement redéplier l'histoire pour dire que peut-être que le progrès, ça peut exister, peut-être que demain sera différent d'aujourd'hui, mais pas forcément une catastrophe abyssale. J'allais vous poser la question de votre dernier message, mais j'ai l'impression que c'est... Oui, on peut s'arrêter là. Je pense que tout le monde a envie d'aller boire un coup. Hein. Merci Antoine Picon, merci beaucoup. Et on va discuter avec vous autour d'un verre après. Merci. Il est temps... Il est temps de conclure cette 7e soirée des ponts 2025. Il était question ce soir d'histoire, d'évolution, d'éthique, de transition. Et s'il y avait une chose à retenir plus que jamais, vous l'aurez noté, c'est ce besoin de faire sens
ensemble. C'est important aussi de rappeler que cette soirée, elle symbolise toute la complémentarité de l'action, de la fondation, de l'association, des anciens élèves et de l'école. C'est un événement qui est coordonné, co-organisé par la Fondation des Ponts Alumni et la Fondation et Ponts Alumni et qui est soutenu en permanence par l'école, vous le savez. Je dois vous rappeler 2-3 choses malgré tout. 1. Si vous voulez contribuer au rayonnement des ponts, rendez-vous dès maintenant ou demain sur le site de la Fondation www.fondationdesponts.fr ou sur le site de Ponts Alumni pour régler votre adhésion. J'ai entendu les tarifs tout à l'heure. Et marquez votre fierté d'appartenir à cette communauté qui débat sur les enjeux actuels et à venir. Profitez du cocktail pour vous balader au travers des expositions proposées par nos partenaires, Meridiam, Tractebel, ADP, mais aussi l'École des Ponts. Vous retrouverez notamment, comme quoi ça a du sens, l'expo sur les femmes ingénieurs qui fait écho à la soirée des ponts de l'an passé. Et avant de se quitter, puisqu'ils ont construit pas à pas cet événement, je voudrais remercier Xavier Dubrac, Guillaume Monassi, responsable du développement de la Fondation des Ponts, et Camille Laborie, délégué général de Ponts Alumni. Merci au musée du Quai Branly Jacques Chirac pour son accueil. Merci à tous d'avoir partagé ce bel événement avec nous. On a presque tenu le timing. Très bonne fin de soirée.